On va parler des rapports conflictuels qu'entretiennent les technologies et l'éthique. Et on va vous montrer que même si la situation n'est pas joyeuse aujourd'hui, en fait, tout ça date absolument pas d'aujourd'hui et qu'on peut aller trouver dans l'histoire des exemples qui nous montrent que ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, on est à la mise en place, on n'est pas aux conséquences aujourd'hui. Ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, ça s'est déjà mis en place hier, il y a déjà eu les conséquences, c'est les mêmes process, c'est les mêmes approches de la technologie, c'est la même inconscience et la même déresponsabilisation totale dans les décideurs politiques qui prennent des engagements très très forts vis-à-vis des technologies. Et je vais vous faire ça en vous racontant trois petites histoires. Je vous préviens tout de suite, les deux premières sont assez déprimantes et la troisième n'est là que pour vous remonter le moral en fin de semaine. Donc ma première histoire, elle date de la fin du 19e. Elle prend place dans un pays qui est connu pour des peintres, qui est connu pour avoir inventé la bulle financière avec des plantes, et qui est connu pour d'autres plantes, qui est à 4 heures de Paris, vous connaissez tous, qui est la Hollande. Et en Hollande, à la fin du 19e siècle, les institutions, qui étaient déjà démocratiques à l'époque, ont décidé de mettre en place le premier recensement. Et la Hollande avait ceci de particulier qu'ils ont recensé les individus dans leur pays et qu'ils ont annoté au recensement les pratiques religieuses. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dès la fin du 19e siècle avec un recensement complet de leur population et des pratiques religieuses qui étaient exercées par leur population dans leur pays. Leur intention était tout ce qu'il y a plus louable. La Hollande, contrairement à la France, finance les lieux de culte. Et comme ils voulaient le faire de façon équitable, il fallait savoir combien il y avait de musulmans, combien il y avait de juifs, et combien il y avait de catholiques, combien il y avait de protestants dans le pays, de façon à financer de façon parfaitement équitable et juste, dans un but de coexistence pacifique. Et il y a peut-être eu quelques empressements à ce niveau-là, parce que dans les années 30, cette société, que vous connaissez tous, qui à l'époque avait ce logo, est arrivée en Hollande et a proposé cette technologie. Et cette technologie, qui est la carte perforée, c'est l'ancêtre de l'ordinateur. C'est l'ancêtre de l'ordinateur. C'est la mécanographie dont on a parlé dans notre tout premier cours, et c'est la première forme de numérisation d'une information. C'est-à-dire qu'on va prendre une information qui était de l'ordre de l'analogique, le papier, la plume, ce genre de choses, et on va la transformer en une série de 0 et des 1. Très concrètement, c'est un 0 quand il n'y a pas de trou, c'est un 1 quand il y a un trou. Et ce que vous voyez là, c'est l'ancêtre de la clé USB. Évidemment, ça contient infiniment moins, mais c'est rigoureusement exactement l'ancêtre de la clé USB. Vous le mettez dans une machine, ça transfère des informations à la machine qui, à son tour, va pouvoir faire des calculs sur la base de cette information. C'est le principe même d'une clé USB, c'est le principe même d'une carte perforée, ça n'a pas bougé depuis. Ce qui a changé, c'est que ça, c'était mécanique, et qu'entre-temps, comme on l'a vu lors du premier cours, Alan Turing et sa bande ont inventé l'ordinateur électronique. Mais c'est tout. Et on est arrivé grâce à ça, dans les années 30, en Hollande, à numériser le premier gros corpus de données constitué de données personnelles. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on numérise des données personnelles. Le problème, c'est que de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, nos amis d'IBM ont fait du bise sur les mêmes problématiques avec un tout autre régime politique, en leur vendant exactement la même technologie pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire le recensement de leur population. Et c'était pas tout à fait la même ambiance de l'autre côté de la frontière. Alors ça n'a pas tardé, ça a dégénéré. 10 ans plus tard, vous connaissez toute cette histoire, les Allemands envahissent la Hollande, débarquent en Hollande et trouvent, coup de bol, un fichier avec toutes les pratiques religieuses de toute la population du pays, ce qui leur a permis, en l'espace de 24 à 48 heures, d'éliminer toute la population juive de Hollande. Tout le monde est mort. Quelques centaines de survivants. Mais ils avaient toutes les adresses, tout le monde a été déporté. Sans même de complicité particulière. On a eu, mais par rapport à la France, 3 fois rien. Ils n'ont même pas eu besoin de collabos, ils avaient juste des cartes perforées. Cette technologie, qui plaisait destinément beaucoup aux Allemands, a également été utilisée grâce à l'aide d'IBM pour informatiser la Shoah. Parce que figurez-vous qu'exterminer 6 millions de personnes, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Donc soit on a la méthode Tutsi, où on fait du crowdsourcing et les voisins vont buter leurs voisins, et là on peut être très très efficace, mais ce n'était pas du tout l'approche allemande. L'approche allemande était industrielle, un processus industriel, ça nécessitait
une forme de gestion des transports de 6 millions de personnes. Hein. Aujourd'hui, un logiciel qui gère un aéroport de province, c'est à peu près ce qu'il gère en termes de flux de passagers. Mais on est aujourd'hui, là on est en 1940, il faut gérer le déplacement de 6 millions de personnes venues de 4 coins du continent européen, avec évidemment leur destination finale. Et si vous allez faire un tour au musée de la Shoah à Jérusalem, vous pourrez voir des jolies petites cartes perforées qui indiquent typiquement le trajet d'un prisonnier, la raison pour laquelle il est prisonnier, est-ce qu'il est juif, Rome, on disait Digan à l'époque, homosexuel ou whatever, où est-ce qu'il va, quel est son parcours à travers un réseau ferré, et quelle est sa destination finale, c'est-à-dire Dachau, chambre à gaz, ou Buchenwald, travail forcé. Tout ça sur des cartes perforées. Et sans IBM, jamais on n'aurait pu avoir une telle efficacité dans la Shoah. C'est juste impossible. 6 millions de personnes, c'est un challenge incroyable de transporter 6 millions de personnes en 1940. Encore aujourd'hui, ça demande des informaticiens très, très, très pointus pour mettre au point les logiciels qui, typiquement dans les gares ou les aérogares, servent à faire rigoureusement la même chose. Aiguiller, sans erreur, des millions de personnes et des millions de bagages de façon à ce que tout le monde arrive à la destination prévue. C'est un très gros challenge informatique encore de nos jours. C'était à l'époque le gros challenge informatique de l'histoire. Et ça a été relevé brillamment par IBM. Pour la petite histoire, quand les Américains ont libéré les camps, ils sont empressés de prendre des machines IBM, de les rapatrier discrètement, parce que c'était quand même une entreprise américaine. Et ça emmerdait vachement le Reich. D'être obligé de s'appuyer sur des technologies américaines pour ça, ça ne leur plaisait pas. Mais bon, le Reich s'est pas arrêté là, ils ont donc contourné la ligne Maginot, comme vous savez tous, et ils sont débarqués en France, et là, en France, ils ont trouvé l'administration française. C'est-à-dire absolument pas des fiches perforées ni quoi que ce soit, mais vraiment des fiches Bristol, des fonctionnaires, un truc très très bordélique, et évidemment aucune mention des pratiques religieuses par la population, parce qu'il y avait la loi de 1901 ou 4, je ne sais plus, qui, de toute façon, avait fait une séparation très très nette entre ce qui était de l'ordre du religieux et de l'ordre du public, et le public ne se mêlait pas du religieux. Donc ils étaient un peu dans la merde parce que ça n'allait pas pouvoir être aussi efficace que dans le pays précédent. Heureusement, ils ont aussi trouvé 7 entreprises dont les affaires ont prospéré de façon spectaculaire pendant la Seconde Guerre mondiale et qui maîtrisaient tout aussi bien qu'IBM la même technologie. Donc dans un premier temps, ils ont une approche très brutale, hein, et les mecs venaient quand même de prendre possession du pays, ils se sont dit on va prendre des machines, on va tout ramener en Allemagne et en Autriche, et puis on va transférer toute la propriété intellectuelle, et puis on va développer notre propre industrie de la mécanographie. Et puis très rapidement, ils se sont aperçus que c'était vraiment pas la peine, que ça allait porter atteinte aux performances de l'entreprise, et qu'ils avaient en face d'eux des gens qui étaient tout à fait prêts à discuter, et que le plus simple était tout simplement de travailler main dans la main avec Bull, ce qui a été fait. Et on a confié à Bull, c'est-à-dire l'État vichiste a confié à Bull, je suis à toi dans l'instant, l'informatisation du fichier juif français. Heureusement, ce Gugus, René Carmille, a savamment fait planter le projet, ce qui fait que ça n'a jamais vraiment marché. Il a payé de sa vie, hein, il a terminé sa vie à Dachau, déporté par les Allemands, mais Carmille, à lui tout seul, a sauvé des millions de personnes en France. Ou des centaines de milliers, assurément. Le recensement. Bull a inventé le numéro de sécurité. Enfin, Bull, non. Les services de l'administration et de la statistique française, sous Vichy, ont commandité à Bull ce qui est aujourd'hui le numéro de sécurité sociale. Vous avez tous un numéro tous ceux qui sont français ici ont un numéro de sécurité sociale. Il commence par 1 pour les garçons, par 2 pour les filles. À l'origine, il aurait commencé par 3 si vous étiez un garçon juif, et 4 pour une fille juive, 5 pour un garçon tzigane, qui était l'équivalent de Rome, 6 pour une fille zigane. On n'avait pas identifié de la sorte les homosexuels parce qu'à la naissance, c'est pas évident, mais grosso modo, c'était l'idée. Et l'idée était effectivement de ensuite déposséder avec une certaine rigueur les biens juifs et ensuite expédier tout ça au four. Et en fait, René Carmille, qui était la tête pensante de la mécanographie à l'époque, avait tenté de détourner ce système pour faire un fichier destiné à mobiliser une armée fantasmée de libération française. Ça n'a jamais marché parce qu'il n'y a jamais eu vraiment d'armée française de résistance.
Mais surtout, il a consciencieusement saboté la création de ce fichier juif. Et comme c'était lui le donneur d'ordre de Bull, c'était lui l'État qui donnait des ordres à Bull et qui passait commande et qui filait des budgets, il était très très bien placé pour saboter intégralement ce projet. Donc la suite concerne le rapport délicat entre tout ce qui est technologique et tout ce qui est gouvernance. Et je vais me remettre, c'est pas la première fois que je fais ça avec vous, à jouer les vieux cons, et vous parler de comment ça se passait quand moi j'avais votre âge. Et quand moi j'avais votre âge, les systèmes de gouvernance, c'était vu de façon extrêmement binaire, mais vraiment simpliste et binaire. Et on avait tout un apanage de films hollywoodiens et de discours politiques pour nous mettre ça dans le crâne. En gros, on était dans une situation où on avait d'un côté des régimes démocratiques et de l'autre côté des régimes autoritaires. C'était super simple, et en plus, pour nous simplifier les choses, on avait construit un mur entre les deux. Comme ça, il n'y avait absolument aucune confusion. Il y avait d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Les gentils, c'était les démocrates, les méchants, c'était les autoritaires. Et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où, poum, le mur s'est effondré. Et cette photo que vous connaissez tous, vraisemblablement, moi j'avais votre âge quand ça a été pris. C'est-à-dire que j'ai passé toute mon enfance avec une vision du monde où il y avait les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Alors après, si on venait d'une certaine origine politique, les bons n'étaient pas forcément au même endroit que les bons pour le voisin. Hein. Mais grosso modo, il y avait un mur avec les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Et libre à vous de choisir si à l'est c'est les bons ou les mauvais. Enfin, il y avait un libre choix quand même. Mais il y avait une délimitation des territoires extrêmement claire. Jusqu'au jour où ça pétait. Et en l'espace de quelques années, c'est-à-dire entre mes 19 ans et à peu près l'âge que doit avoir le plus vieux d'entre vous, tout le monde s'est rétabli dans une espèce de bordel ambiant où on ne savait plus très très bien, et beaucoup ont prophétisé la fin de l'histoire. Bon, ça c'était vraiment un des trucs les plus idiots qui a été prophétisé, mais toujours est-il qu'on en est arrivé à votre époque, aujourd'hui, au XXIe siècle, où l'un des grands enjeux politiques aujourd'hui, c'est de savoir ce que le politique va faire avec le technologique. Et politique et technologique ont déjà commencé à se heurter de façon extrêmement violente. On a vu ensemble ce qui est appelé par certains la dictature de la transparence, et la façon dont des choses comme Wikileaks, dont le motto est clairement d'ouvrir les gouvernements, peuvent complètement renverser les règles du jeu dans la gouvernance. Vous avez tous entendu parler de la façon dont les Tunisiens ont remplacé la CAC 47 par Facebook pour foutre dehors leur président et maintenant essayer de réinventer des modèles de gouvernance. Mais très clairement, la première révolution du XXIe siècle, la différence fondamentale qu'on a avec toutes les révolutions passées, c'est qu'on a remplacé la Kalachnikov par un compte Facebook. C'est évidemment pas Facebook qui a fait la révolution, hein. Pas plus que c'est la Kalachnikov qui a fait les précédentes. C'est des Gus qui avaient des Kalachnikov à la main qui ont fait les précédentes. Et en Tunisie, c'est des Gus qui avaient des comptes Facebook qui ont fait la révolution. C'est absolument pas Facebook. Il y a eu énormément d'intox là-dessus pour essayer de noyer le poisson et d'éviter de regarder les choses en face. C'est une révolution évidemment populaire qui a bougé énormément de monde, mais la façon de faire bouger les lignes de partage avec ce qu'ils avaient en face, c'était Facebook, c'était absolument pas des AK-47. Et puis, on a vu ensemble la façon dont le précédent chef de l'État français a mis en place, avec la direction des renseignements militaires français et Bull, une nouvelle forme de gouvernance qui s'appuyait lourdement sur les technologies, Bull à Messis, pour réinventer la façon de gouverner un pays, en l'occurrence la Libye. Et évidemment, ça n'a pas marché. On s'est empressé par la suite d'effacer toute trace, mais il en reste quand même beaucoup. Là, vous avez un article assez emblématique, et celui qui a été publié, une traduction de celui qui a été publié dans le Wall Street Journal, et qui montre très clairement à quoi ça ressemble de vivre dans la dictature de Kadhafi à l'époque Big Brother, pas avant qu'il ait installé ces technologies-là. C'est vraiment, cet article focalise vraiment sur qui est devenue une dictature qui tout d'un coup se met lourdement à utiliser les technologies. Et vous allez voir que ça a radicalement changé la dictature Kadhafi, qui n'était pas cool avant, hein, mais elle était encore moins cool avec les technologies. Et la Libye est un exemple parmi une multitude d'autres. Il n'y a pas qu'en Libye qu'on a un dictateur
ou un démocrate, qui tout d'un coup se disent ben, tiens, je vais réinventer mon mode de gouvernance, mon rapport avec les gouvernés, en m'appuyant sur des technologies. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus pratiqué depuis déjà plusieurs années. Et au final, ces grands cuisiniers de la gouvernance nous concoctent tout un tas de nouveaux trucs. Des trucs qui ressemblent à des démocraties, des trucs qui ressemblent beaucoup à des dictatures, tout un tas d'assemblages différents. Hein. Il n'y a pas deux démocraties qui se ressemblent. La seule chose qui est absolument universelle, c'est qu'aujourd'hui, absolument toutes, elles utilisent les technologies. Et que toutes ces nouvelles formes de gouvernance qui sont en train de se réinventer un peu partout dans le monde, enfin pour l'instant essentiellement dans le monde qu'on qualifiait autrefois de dictature, mais ça va arriver près de chez vous, toutes ces nouvelles modes de gouvernance, elles ont un point en commun, c'est qu'elles insèrent là-dedans un élément qui s'appelle la société de la surveillance. Et cette société de la surveillance, qui sont ces outils qui servent à surveiller en masse la population, se heurte à un concept, et se heurte très, très nettement à un concept qui est la vie privée, la vôtre. C'est-à-dire que très concrètement, ce n'est pas compatible. C'est l'un ou l'autre. Et en aucun cas, les deux. Ce qui fait que très concrètement, la gouvernance aujourd'hui est à peu près dans cette situation-là. Dans l'ancien système de pensée, celui dans lequel moi, j'ai passé mon enfance, et dans lequel, vraisemblablement, vous aussi, vous êtes un peu intoxiqué de cette vision qui date des années 80, parce que dans les années 80, on était super fort en com, et on arrivait à pondre des concepts qui duraient vraiment. Vous vivez entouré de concepts qui ont été pondus dans les années 80. Hein. Les marques, la notion de marque, c'est vraiment apparu dans les années 80, et ça peuple complètement votre imaginaire aujourd'hui. Cette notion de il y a les démocrates d'un côté, les méchants autoritaires de l'autre, pareil, ça a été vraiment cristallisé dans les années 80. On a dû dépenser à vue de nez quelques centaines de milliards en films hollywoodiens pour bien vous mettre ça dans le crâne, sans compter toute une imagerie. Aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de sens. Ça ne permet pas vraiment de distinguer grand-chose. Et aujourd'hui, par contre, il y a d'autres éléments qui peuvent permettre de distinguer les différents régimes démocratiques, notamment celui de l'opposition qui est entre vie privée et surveillance. Et fondamentalement, on est en plein dedans, notamment en France, c'est là où ça devient très très drôle, c'est que vous voyez tous les jours ou presque, en tout cas toutes les semaines, une myriade de choses qui tendent à faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais un nombre absolument démentiel d'arguments, que ce soit en France ou ailleurs. Hein. Si vous regardez la situation tunisienne, demain la situation marocaine, ou hier la situation au Bahreïn ou au Pakistan, vous allez voir toutes ces raisons qui vont faire pencher le législateur vers plus de surveillance. En fonction de l'actualité, ben, vous choisissez. Typiquement, le copyright, c'est un peu dépassé aujourd'hui. Ça a été un sujet à la mode pour renforcer la surveillance. Ça l'est plus trop, ça reviendra peut-être avec l'exception culturelle, mais pour l'instant, ça l'est plus trop. La sécurité publique, par contre, vous la voyez bien. Vous l'avez vu sous Sarkozy avec cette tentative de créer un délit de consultation de site. Vous la voyez aujourd'hui avec ces arrestations un peu rapides, en tout cas au regard de la justice, d'extrémistes terroristes. L'antisémitisme, ben, on est en plein, hein, c'est le fameux tag un bon juif. Le racisme, ben, on y était il y a 15 jours quand on parlait de Cindy Léonie. La pédophilie, alors ça on n'entend plus du tout parler, la pédophilie. Ça a été très très penché à l'époque de la LOPSI et du fameux article qui était censé censurer Internet à cause de trucs qui concernaient les pédophiles. Ça a totalement disparu et puis le nouvel gouvernement a annoncé qu'il allait supprimer le décret d'application de l'article 4 de la LOPSI qui permet la censure. Finalement non, le ministre de l'Intérieur a clairement fait comprendre que non. Le blasphème en France, pas question. Ça, on peut blasphémer tant qu'on veut en France. On n'a pas le droit de faire des blagues antisémites, mais on peut blasphémer tant qu'on veut. Mais dans d'autres pays, ça pose des problèmes aussi lourds que le pose l'antisémitisme en France. Le secret d'entreprise, ça c'est une loi qui traîne dans des cartons depuis déjà plusieurs années, qui est réapparue il n'y a pas longtemps et qui, grosso modo, va permettre aux entreprises de protéger des informations les concernant en décrétant que ce sont des secrets d'entreprise. Et vous pouvez décréter n'importe quoi comme étant un secret d'entreprise. C'est-à-dire la technique de fabrication du Coca-Cola, c'est un secret d'entreprise. Le fait que vous ayez tué 100 000 personnes en vous plantant dans une expérimentation et mettant un médicament sur le marché, c'est un secret d'entreprise.
Et donc, si quelqu'un révèle l'un de ces 2 secrets d'entreprise sur Internet, ben, vous êtes en infraction avec la loi. Et donc, demain, il pourrait demander à une autorité quelconque de censurer ces contenus. Encore une fois, qu'il s'agisse d'un vrai, pour l'instant, ce n'est pas défini juridiquement ce que c'est qu'un secret d'entreprise, mais qu'il s'agisse d'un truc qui effectivement relève aux yeux du sens commun d'un secret d'entreprise, ou qu'il s'agisse d'un bon gros scandale qu'on aimerait bien étouffer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on arrive. Alors, Code is Law, c'était la grande théorie d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, on arrive à l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ce que disaient les SIC, c'était le cyberespace est structuré par du code et que ce code a valeur d'une espèce de loi de la nature. Et que la gravité, c'est comme ça, il va bien falloir que vous fassiez avec et que vous n'allez pas lutter contre la gravité. Mais ce que disaient aussi les SIC, c'est qu'on est en train de changer ce code et que, rappelez-vous, c'est le second cours, je crois, la nature du cyberespace est en train de changer, que les règles sont en train de changer et que autant l'Internet était avant un espace où il y avait une liberté d'expression garantie et un droit à l'anonymat garanti, autant ça n'est plus du tout le cas parce qu'on change le code. Et on change le code de façon très différente d'un pays à l'autre, avec toujours les mêmes technologies, mais on construit des systèmes de gouvernance de façon très différente selon qu'on soit en Libye, en Syrie, au Sénégal, au Congo ou en France. Parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout la même situation. Et les gouvernances ne se projettent pas, ne se transforment pas pour arriver dans le XXIe siècle de la même façon. Mais ceci dit, la plupart du temps, on fait appel aux mêmes technologies. Et il y a une myriade de technologies qui sont là pour faire appliquer dans le cyberespace la loi. Et évidemment, la loi, si vous êtes au Pakistan, en Inde, en France, aux États-Unis ou au Bahreïn, ce n'est pas du tout la même. Et sa transcription dans le cyberespace, en particulier quand vous êtes dans un État qui n'a pas vraiment de loi ou c'est juste pour faire joli, mais en pratique, c'est l'arbitraire total qui règne, ben, ça peut donner des choses étranges. Donc ça peut donner par exemple Microsoft qui, en Tunisie, en 2006, a vendu littéralement l'accès aux données personnelles de toute la population tunisienne à Ben Ali, contre le fait, grosso modo, d'exterminer toute présence du logiciel libre dans le pays et d'avoir tous les marchés possibles et imaginables dans le pays. Nokia qui vend du Deep Packet Inspection au Bahreïn, et il n'y a pas une seule torture au Bahreïn qui ne se passe pas sans l'aide de technologie Nokia. On y est aussi, il n'y a pas que Nokia. Cisco qui est le grand maître d'œuvre de la grande muraille numérique de Chine, sans qui il n'y aurait pas de grande muraille numérique en Chine, parce que les Huawei sont gentils, les Chinois, mais ils n'ont pas le niveau de Cisco pour ce genre de saloperie. Ou encore Blue Coat, qui est un gros acteur très peu connu du grand public, mais $1 milliard de chiffre d'affaires, qui aujourd'hui a été sérieusement laminé, et qui vendait des systèmes, qui vend toujours d'ailleurs des systèmes de surveillance et de censure à nos amis syriens. Tout ça, c'est pour l'essentiel, à part Nokia, des sociétés américaines, mais rassurez-vous, comme vous le savez, on est les champions. On a des champions nationaux qui sont extrêmement pointus sur ces technologies-là. Cosmos, qui est une start-up telle qu'on les gêne, spin-off de l'université Pierre et Marie Curie, d'un laboratoire qui s'appelle le LIP6, qui a inventé le fameux Deep Packet Inspection, qui est vraiment l'arme atomique et qui permet grosso modo de poser des écoutes de façon massive sur les tuyaux de toute l'infrastructure d'un pays, de façon à reconstituer les conversations, tout ça. On trouve Bull, notre champion national, qui, entre autres, a un bureau à Téhéran. Alors, ils ont des bureaux partout. Je vous ai juste mis Téhéran pour la blague, parce que c'est toujours drôle, sachant que récemment, on vient de cramer en fait, le fait que la Syrie, qui n'a pas des forces IT incroyables, en fait, sous-traite à Téhéran toute son infrastructure de surveillance et de censure actuelle, mais surtout de surveillance. Et c'est des ingénieurs qui viennent de Téhéran, qui mettent en place les systèmes utilisés en ce moment même par Bachar el-Assad pour traquer la population et mettre fin à la révolution, guerre civile, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc très vraisemblablement, donc très concrètement, ça vous donne un petit aperçu d'un cours prochain qui sera de la géostratégie. Donc ça ne s'arrête pas en si bon chemin parce que à côté de Bull, on retrouve once more nos amis libyens. Et dans le même entourage, on retrouve d'autres grands acteurs de l'IT français, eux-mêmes très lourdement financés, ou en passe d'être très lourdement financés par l'État français. Je vous recommande tout particulièrement celui-là, vous allez en entendre parler dans les mois qui viennent. Et donc,
Tous ces gens-là sont en train de construire des nouveaux modes de gouvernance basés sur des technologies un peu partout dans le monde. Je vous ai mis les plus sanglants, hein, là, pour vraiment forcer le trait. C'est sûr que l'Iran, la Syrie, la Libye, ce n'est pas vraiment des endroits dans lesquels on a très envie d'aller habiter et prendre la nationalité locale, mais ça se passe comme ça dans des centaines, j'exagère, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de pays, toute la côte ouest africaine, tout le Maghreb, tout le Moyen-Orient, une très large partie de l'Asie, et ça arrive chez nous. Parce que quand ces gens-là débarquent en France, on les trouve associés à des gens que vous connaissez très très bien pour proposer des choses qui ne sont pas encore très très claires. Mais bon, on n'est pas en Tunisie, on est en France, et comme vous l'avez vu, tous ces gens-là, enfin, pas trop me prononcer publiquement sur Orange, mais en tout cas tous les autres qui sont sur cette slide participent activement à la mise en place, la construction, la création de gouvernances alternatives qui n'ont rien de démocrate un peu partout dans le monde. Et le fait qu'ils débarquent aujourd'hui dans des associations, l'association Cosmos, Orange, Bull, elle a été annoncée la semaine dernière, pour introduire le fameux Deep Packet Inspection en France. Et en faire, c'est pas très très clair, mais on peut en faire plein de choses, hein. plein de choses. On peut en faire des formules marketing pour votre offre internet, on peut en faire des formules pour détecter les terroristes, on peut en faire plein de choses. C'est très vaste. Et normalement, je dirais, on est censé réguler un minimum tout ça, parce qu'on a un gouvernement de gauche, tout ça, le libéralisme absolu, c'est pas vraiment le ton du jour. Donc il existe, heureusement, un truc pour réguler tout ça, et pour faire en sorte qu'on reste dans le cadre d'une démocratie, avec un intérêt commun. Et bien, figurez-vous de cette régulation qui permet vraiment d'équilibrer tout ça, ça s'appelle la neutralité du net. Et la neutralité du net, c'est un truc très con qui dit que les fournisseurs d'accès, et j'insiste lourdement là-dessus, ça ne concerne que les fournisseurs d'accès. La neutralité du net, ça n'a aucun rapport avec Amazon, Google et consorts. Uniquement les fournisseurs d'accès à Internet, et rien d'autre. Et donc la neutralité du net, ça dit que les fournisseurs d'accès à Internet doivent me garantir un accès à Internet qui soit dans sa globalité, c'est-à-dire sans la moindre restriction. Je vais avoir accès à tout Internet, pas juste un petit morceau, ou pas même un gros morceau. Doit me garantir de ne pas surveiller mes données, doit me garantir de ne pas modifier les sites que je visite, et doit me garantir de ne pas ralentir l'accès à certains sites et protocoles. Donc la conclusion, le cœur de la loi, de l'hypothétique loi sur la neutralité du net, c'est qu'Internet est un droit, ce qui a été reconnu par tout un tas de monde, dont les Nations Unies, la Commission européenne, enfin c'est pas nouveau comme concept, et que seule la justice peut décider d'une privation de droit. La construction, la justification législative de la loi sur la neutralité du net est aussi con que ça. Accéder à Internet, accéder à l'information, c'est un droit. En tant que citoyen, vous avez ce droit, enfin vous devriez l'avoir. Et si un jour, il y a quelque chose qui justifie qu'on vous prive de ce droit, bah, il y a un pouvoir qui s'appelle la justice, donc toute démocratie bien foutue, et c'est à ce pouvoir de décider, et pas à un autre. Parce que c'est comme ça, enfin, les principes de la démocratie, c'est ça. C'est aussi con que ça. Et c'est tellement con que finalement, ça fait un consensus total entre la droite et la gauche française, entre ces deux femmes qui sont Laure de la Raudière et Corinne Hertel, et qui ont pondu un premier rapport. Il y a eu plusieurs projets de loi sur la net neutralité. Il y a eu le leur, il y a eu celui de Christian Paul. Il y a eu des propositions de loi de gens qui sont issus de la Quadrature du Net et de la FDN. Mais il y a une unanimité, on peut trouver une unanimité à droite comme à gauche, des députés aux orientations politiques très différentes comme ces deux-là, qui sont cependant tout à fait d'accord pour dire qu'il est absolument impératif de réguler tout ce bordel, qu'il est absolument impératif d'avoir des lois, et que c'est des lois qui sont absolument essentielles à la survie de notre pays au XXIe siècle. Manque de peau, ça ne va pas vraiment se passer comme ça. Et en fait, on ne va pas avoir de loi en France, on va juste avoir une loi pour protéger la vie privée. Et vous voyez bien que la vie privée, elle va faire face à une avalanche de trucs qui vont vous expliquer demain que, ok, bon, la vie privée c'est bien gentil, mais quand même, il y a les terroristes, il y a les pédophiles, il y a les racistes, il y a les machins, il y a les trucs, il y a les bidules, donc non. Et ça, cette décision, elle a été prise
bien avant que le gouvernement soit élu. Enfin, elle a été entérinée et avalisée par le gouvernement cette semaine. Orange sortira ses forfaits utilisant le Deep Packet Inspection dans les semaines qui viennent. Donc très concrètement, c'est trop tard. Alors je vais terminer sur une note un peu plus optimiste quand même, parce que sinon ça serait pas cool, sur le technologique et le législatif. Le technologique, ça s'écrit avec des langages que certains d'entre vous doivent connaître. Le législatif, ça s'écrit avec un autre langage qui est la loi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces dernières années, depuis Adopi en fait, il y a des rapports extrêmement conflictuels entre le législatif et le technologique, et que tout ça a commencé avec un truc qui s'appelle la propriété intellectuelle, que tout le monde connaît sous le nom de copyright, qui est en fait beaucoup plus vaste que le copyright. Copyright, c'est un tout petit morceau du truc. Il y a plein d'autres choses autour du copyright. Mais toujours est-il que des lois comme le copyright ont clairement l'intention d'enfermer le numérique dans un précaré, là où j'espère que vous devriez commencer à en être plus ou moins persuadé. On devrait plutôt chercher à mettre en place des synergies entre le législatif et le technologique, de façon à ce qu'il y ait des allers-retours dans les deux sens et que l'un ne bouge pas l'autre. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est faisable. C'est absolument faisable. On a un exemple dans les années 50 de l'éruption d'une technologie, qui est l'aviation, qui promettait de, très concrètement, transformer radicalement le monde et de faire du monde un village. C'est la première promesse de ce type-là. La seconde, c'est Marshall McLuhan, le village global. La première promesse qui consistait à réduire les distances de façon à transformer le monde, c'est l'aviation civile. Et l'aviation civile, quand elle est arrivée dans les années 50 aux États-Unis, elle avait des ennemis redoutables qui étaient les fermiers américains. Les fermiers américains ne supportaient pas l'aviation civile et avaient monté, les lobbies des fermiers avaient monté des dossiers absolument rocambolesques qui prouvaient que les volailles mouraient quand on passait en avion au-dessus des fermes. Enfin, la réalité, c'est qu'elle voulait tout simplement interdire le passage des avions ou leur demander un droit de passage. Et la menace était effectivement d'interdire le survol des terres. Et les lobbies fermiers s'appuyaient là-dessus sur quelque chose qui s'appelle la propriété terrienne, qui n'est pas rien, et qui a été définie par les pères fondateurs de la nation américaine dans la Constitution américaine comme allant du sous-sol jusqu'aux cieux. C'est comme ça que les pères fondateurs de la nation américaine ont défini la propriété terrienne dans la Constitution. Alors le sous-sol, on voit parfaitement ce que c'est, et on comprend bien qu'effectivement c'est un intérêt. C'est pas le cas en France, hein. Vous n'êtes pas propriétaire de votre sous-sol en France. Si on trouve du pétrole en dessous de chez vous, vous êtes dans la merde. Aux États-Unis, vous êtes riche. Mais les cieux, on ne voyait pas très bien l'intérêt de verrouiller les cieux. En même temps, à l'époque de Washington, c'était quelque chose de complètement... C'était limite du poétique. Donc, ça n'avait pas posé débat à l'époque de Washington. En 1950, ça a fait débat. C'est remonté à la Cour suprême américaine. Et la Cour suprême américaine a amendé la Constitution américaine et a carrément retiré jusqu'aux cieux. C'est pas rien, hein. Dans le genre réforme d'un gros morceau qui est la propriété terrienne, c'est vraiment pas un acte anodin. Et depuis les années 50, on fonctionne aux États-Unis sur un concept de propriété terrienne qui est spécifique aux années 50, qui n'existait pas avant, que j'ai appelé 2.0 pour la blague, hein, mais qui très concrètement a totalement libéré le ciel américain, a donné naissance à l'aviation civile, qui a méchamment transformé le monde. Donc c'est faisable.